Astronomique et pas seulement astronomique, santé et tout ce qui va avec. Je vous rappelle que ça va être une année super, hein. Elle a bien commencé. Vous savez que la sonde Gaïa est bien partie vers les étoiles. Elle a été mise en orbite, d'ailleurs, parfaitement, je crois, aujourd'hui, quand on a eu le signal de l'ESA. Et puis, c'est pour tout ce qu'il va y avoir cette année. Il va y avoir une mission extraordinaire, c'est Rosetta. Vous savez que Rosetta devrait se réveiller le 20 janvier. Alors, on va tous prier pour qu'elle se réveille, parce qu'elle est complètement éteinte en ce moment. Il y a juste une horloge qui tourne d'abord. Et en fait, c'est pas une horloge. Oui, il y a une horloge, et sur cette horloge, c'est marqué 20 janvier, 10 h du matin, ça devrait faire dring dring et communiquer avec la Terre. Si ça ne communique pas, c'est perdu. Mais on a de bons espoirs. Donc vous savez que Rosetta devrait se mettre en orbite autour du noyau d'une comète active. Active, ça veut dire qu'elle va être active, mais elle est loin maintenant pour se mettre en orbite. Et on va lancer aussi un atterrisseur sur le noyau de cette comète. On essaiera de vous faire vivre cet événement en direct, comme on l'avait fait pour Titan, à la Cité des Sciences. Ça sera vers novembre, si je me rappelle bien, 10 ou 11 novembre. Hein? Philae, la sonde Philae. Alors, on va voir le programme. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce mois-ci? Ben, il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous savez, les conférences reprennent. Pour nos amis de la SAF, je signale quelque chose d'assez exceptionnel. Lors de la prochaine commission de cosmologie, nous avons un grand spécialiste des neutrinos, Thierry Lasserre, qui doit être d'ailleurs un de vos collègues, je pense, du CEA, qui va nous parler du lien entre les neutrinos et la cosmologie, et notamment les derniers résultats de l'expérience IceCube. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est IceCube. C'est 1 km3 de détecteurs de neutrinos, où ça, au pôle sud. Et ils ont détecté 28 neutrinos. Rigolez pas. Rigolez pas. C'est pas facile à détecter les neutrinos. Ils ont détecté 28 neutrinos de très forte énergie. Il nous en parlera. C'est une belle révolution. La prochaine conférence publique de l'IAP, ça sera le 4 février. Ça sera notre ami Alexandre Moati, que les gens de la salle connaissent bien. Il nous parlera de cosmologie catastrophique. Alors, oui, un petit mot, je voulais vous signaler, il y a encore pour quelques jours une exposition superbe à Paris, au musée, le Louvre des Antiquaires, sur les cadrans solaires de Paul. C'est très particulier, mais c'est merveilleux. Il y a 200 ou 300 cadrans solaires, tout petits comme ça, c'est 10 000 € l'unité. Et ils ont surtout un bouquin épais comme ça, qui résume de façon formidable tous ces cadrans solaires. Ça vaut le coup d'y aller, c'est jusqu'au 19 janvier. Non, la place est prise là, Paul André, c'est la mienne. Désolé. Non, mais il y a une vidéo. Alors, quelques mots pour préciser la nouvelle saison. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir après notre conférencière de ce soir? Il y a M. Alain Giraud-Rudy, qui est un historien des sciences, qui va nous parler de l'âge d'or des amateurs et de la naissance de l'astrophysique. Il est d'ailleurs avec nous dans la salle. Où est-il? Où est-il? Levez-vous. Voilà, dites bonjour. Voilà, c'est notre prochain conférencier. Et ça sera le 12 février. Et comme nous ne sommes pas une année bissextile, le 12 mars, ça sera Étienne Klein, l'univers a-t-il connu un instant zéro? Eh bien, je ne sais pas si on aura la réponse. Sans doute. Voilà. Nicolas Biver nous parlera de comète, ce sera tout à fait d'actualité, avec Rosetta. Alain Ferreira nous parlera d'Astrolabe,
terminera l'année avec la protection du ciel nocturne. Alors, je vous ai fait distribuer un petit questionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, sinon vous le demanderez, on va vous le passer. Ça serait bien que vous puissiez remplir. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que j'organise ces conférences. Et je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Et surtout, il y a des gens qui vont poser des questions sur les horaires. Donc, il y a une question, est-ce que vous préférez que ça soit un peu plus tôt, 19h30, 20h, 20h30? Essayez de répondre et de mettre des commentaires autres que oui, très bien, ou pas bien. Donc, il y en a qui n'ont pas eu le questionnaire? Alors, ce soir, nous avons un plaisir extrême d'accueillir Catherine Césarski, astrophysicienne, qui a eu un parcours, on peut dire, intéressant, si je peux me permettre. Alors je dis, licence de physique de l'Université de Buenos Aires. On dit Buenos Aires? Buenos Aires, oui. Doctorat d'astronomie de Harvard. D'accord. Vous travaillez ensuite au Caltech. Vous venez en France, vous prenez la tête de ce qui s'appelait le service d'astrophysique, le SAP, qui doit s'appeler l'IRFU maintenant. Non, le SAP fait partie de l'IRFU. Ah, le SAP fait partie de l'IRFU. Et vous avez été directrice de l'ESO. Vous avez participé ainsi à la construction du VLT, présidente de l'Union astronomique internationale au moment où on a déclassé Pluton. Hein, vous nous direz un ou deux mots tout à l'heure là-dessus. On a la version de notre ami André Braic, je ne sais pas si c'est la même. Avec André, c'était une version plutôt bucolique. Donc, on verra. C'était pas le genou, il n'est pas venu. D'accord. Au commissaire à l'énergie atomique. Bref, je lui passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour cette introduction et d'abord merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'entends rien. Ah, bah, ça commence bien. Bon, est-ce que maintenant ça va mieux? Alors je vous demande, s'il vous plaît, si au cours de la soirée j'oublie et vous ne m'entendez plus, dites-le moi. Hein, je préfère ça de très loin qu'à la fin de l'exposé, vous me disiez on n'a rien entendu. Donc, je compte sur vous parce que là je parle très très près. C'est bon comme ça? Voilà, pour un petit peu. Ça va? C'est moyen. C'est moyen. Prenez votre micro là. Ça? Oui. Il se décroche. Non, mais je veux voir finalement. Est-ce que comme ça c'est mieux? Non. Il n'est pas branché. Attendez. Pas lumière rouge. Bon, de toute façon, je cherche ma présentation. Oui. Je ne vais pas parler sur la gauche. C'est hors de partie. Voilà, est-ce que comme ça c'est bien? Hein, là comme ça, vous m'entendez? Ah, mais il faut le tenir à la main, d'accord, ok. Vous pouvez la bonne longueur. Est-ce que comme ça va? D'accord. Alors s'il vous plaît, une fois de plus, si ça ne va pas, vous me dites. J'ai beaucoup de transparence. Je vais pas passer trop de temps dessus, sur chacun d'entre eux. Et puis si j'arrive pas au bout, j'arrive pas au bout. Hein. Donc je m'étais donné un titre qui est évidemment assez ambitieux, L'évolution de l'univers et de ses composantes. Ce qui m'a donné l'idée de prendre ce sujet, c'est que je pensais que on pensait il y a longtemps, et je pense que beaucoup de gens pensent encore, que l'univers, c'est une éternité immobile. On sait que tout le monde sait que les planètes tournent autour du Soleil, mais je pense que ce n'est pas le cas, je suis sûre, des gens dans cette salle, mais beaucoup de gens pensent qu'en dehors de ça, finalement, il ne se passe pas grand-chose dans les cieux. Et bon, Platon et Socrate en particulier pensaient ça. Et depuis, évidemment, on a vu que non, qu'il y a beaucoup de mouvements dans les cieux, beaucoup de changements.
Déjà, quand on pense aux cieux, la première chose à laquelle on pense, c'est les étoiles. Vous savez que les étoiles ont des masses assez diverses. Là, je montre des étoiles qui ont une fois la masse du Soleil, jusqu'à 10 fois la masse du Soleil, et en dessous, 1/10 de fois la masse du Soleil. Et vous savez que les températures des étoiles dépendent de leur masse lorsqu'elles sont sur la séquence principale, et leur luminosité encore plus, puisque en fait la luminosité des étoiles augmente à peu près comme la masse au cube pour les étoiles massives. Le résultat étant que ces étoiles épandent beaucoup d'énergie quand elles sont très massives, et par conséquent finalement elles ne vivent pas très longtemps. Vous savez que les étoiles de 25 de 10 masses solaires, par exemple, vivent seulement à peu près 25 millions d'années, ce qui évidemment pour une étoile n'est pas grand-chose. Donc déjà on voit que les mêmes sont loin d'être des objets qui durent. Alors il y en a évidemment qui ont des accidents encore beaucoup plus forts, et une des choses qui a démontré à tout le monde qu'il y avait vraiment du mouvement dans le ciel, ça a été la découverte par Tycho Brahe d'une supernovae en 1572. Donc on a vu tout à coup l'apparition puis la disparition progressive d'une étoile, et Tycho Brahe a mesuré le parallaxe et a montré que ce devait être un objet qui était loin, ce n'était pas quelque chose dans l'univers proche. Évidemment, on n'avait pas encore l'idée de système solaire, galaxies, etc. Mais elle faisait partie de ce qu'on appelait le monde supralunaire. Et donc l'immuabilité des cieux était rompue. Donc vous savez que beaucoup d'étoiles explosent à la fin de leur vie sous forme de supernovae, et qu'elles ont, pendant des temps courts, des luminosités qui sont parfois comparables à la luminosité de la galaxie où elles sont. Je vous montre un exemple à gauche et à droite d'une galaxie, une petite galaxie au bord de laquelle a explosé une supernova. Ça se voit très très bien. Il y a essentiellement deux types de mécanismes pour que les étoiles explosent. Une, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du cœur, ou les supernovas gravitationnelles. Ce sont des étoiles qui, à la fin de leur vie, ont épuisé le combustible nucléaire qu'elles avaient en leur centre et n'arrivent plus donc à envahir à l'extérieur l'énergie nécessaire pour répondre à la gravité. Et donc, elles s'effondrent. Et après l'effondrement, il y a la matière, une partie de la matière rebondit, mais il y a surtout au centre des réactions nucléaires très rapides qui créent énormément de neutrinos. La grande majorité de l'énergie part en neutrinos, les neutrinos dont on vient de parler, mais une petite partie de l'énergie est transmise au reste de l'étoile qui éclate. Au XXe siècle, Gamow, dont nous allons reparler aujourd'hui, a été un des premiers à parler de ce mécanisme d'explosion de supernova, et voilà le dessin qu'il en faisait. Lorsqu'il y a effondrement du cœur, ensuite il y a énormément de réactions nucléaires qui mènent à la formation d'éléments radioactifs, et puis ces éléments radioactifs, en particulier le cobalt 56, se mettent à décroître dans des éléments qui vont jusqu'au fer 56, et l'énergie qui est émise alimente toute la matière qui est autour en la réchauffant, et c'est pour ça que l'on a une forte émission lumineuse, dont on parlait tout à l'heure. Et la variation dans le temps est donc complètement définie par le temps de vie des noyaux radioactifs impliqués, et donc on a toujours des courbes très similaires, comme celle que vous voyez ici, qui est celle qui a été vue pour la supernova la mieux étudiée jusqu'ici. En 1987, il y a eu l'explosion d'une supernova dans une galaxie très proche de nous, le grand nuage de Magellan, à seulement 160 années-lumière. Alors, 160 années-lumière, 160 000, excusez-moi, années-lumière, j'allais vous dire 160 000, ça a l'air d'un grand chiffre, et pourtant, c'est suffisamment près pour que cette supernovae ait été visible à l'œil nu. Et les observateurs qui étaient à la CIA, à l'ESO, en fait, a levé la tête et l'a vue à l'œil nu, puis ensuite il est allé la regarder au télescope, et puis il a prévenu tout le monde.
C'était le 24 février 1987. Donc sur cette supernova, on a pu aussi détecter une partie de cet énorme flux de neutrinos qui était mis au début. Donc c'est super parce que ça fait des années qu'on disait toute l'énergie part en neutrinos, mais on n'en savait rien. C'est la seule fois où on a pu le faire, ça a été vraiment démontré. Et puis on a pu aussi, là on parle de noyaux radioactifs et on pense que c'est à cause de ces noyaux radioactifs que toute cette énergie a été mise. Mais on a pu avoir une détection aussi plus directe de l'existence de ces noyaux parce qu'ils émettent des raies gamma précises et ces raies, dans le cas de cette supernova, ont pu être observées également de la station spatiale russe. Donc ça fait longtemps qu'on observe les explosions de supernova, mais on n'a pas fini de comprendre toute la façon dont elles fonctionnent. C'est en fait extrêmement compliqué et c'est un des premiers sujets pour lequel les astrophysiciens se sont mis à utiliser les moyens de calcul les plus avancés. Et je dirais que ça a été comme ça maintenant pendant 40 ou 50 années. Une des premières personnes qui a fait ça, Colgate, travaillait d'une part sur des travaux liés à la bombe atomique aux États-Unis, mais d'autre part a utilisé les mêmes codes pour étudier les explosions de supernovae. Il est décédé il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, et donc je voulais aussi lui rendre hommage aujourd'hui. Et vous voyez, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, eh bien, on continue à utiliser les moyens les plus avancés pour essayer de comprendre les explosions de supernovae. Maintenant, on fait des explosions dans lesquelles on met toute l'hydrodynamique, on met toute la physique des plasmas, et on ne fait même pas des choses avec une symétrie sphérique. On se rend compte qu'il suffit d'avoir une toute petite asymétrie pour que l'explosion devienne complètement asymétrique, ce qui explique d'ailleurs bien des choses que l'on voit, le fait que l'on trouve des étoiles à neutrons qui bougent très rapidement, avec des grandes vitesses, etc. Donc, fort sujet de recherche dans cette évolution de l'univers. L'autre type de supernova, ce sont les supernovas thermonucléaires. Et là, il s'agit de deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre. Et l'une d'entre elles devient une naine blanche. Et elle se met à recevoir, cependant que l'autre entre dans une évolution qui la fait gonfler, et une partie de sa matière se met à tomber sur la naine blanche. Et la naine blanche accrète cette matière, devient de plus en plus massive, et il arrive un moment où elle dépasse la masse que Chandrasekhar avait trouvée comme masse maximum possible pour qu'une petite étoile soit à l'équilibre, 1,4 fois la masse du Soleil, et à ce moment-là, elle s'effondre dans une explosion thermonucléaire. Donc ces supernovas, par exemple, c'est ce qu'on appelle les supernovas de type 1, sont très intéressantes parce qu'elles aussi ont des caractéristiques qui font que les explosions se ressemblent beaucoup d'objet en objet. Lorsque les supernovas ont explosé, il y a une onde de choc qui balaye l'espace interstellaire, et ceci dure pendant des centaines et des milliers d'années, et dans les étapes, et même beaucoup plus tard aussi, mais là c'est à des vitesses moins grandes, mais dans les étapes initiales, cette onde de choc qui se crée au bord de la supernovae interagit avec les particules des alentours et les accélère, en accélère une toute petite partie, et l'on pense que c'est ainsi que sont accélérés les fameux rayons cosmiques qui re-remplissent la galaxie périodiquement. Aujourd'hui, on est capable d'observer ces restes de supernovae avec une précision inégalée. Par exemple, je vous montre ce qu'est devenu cette supernovae que Tycho donc, avait vue de ses yeux, telle qu'elle est observée aux rayons X. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez le tout petit bord autour. Ça représente justement le choc qui est là et qui est très mince, et il y a une forte augmentation du champ magnétique dans cette région, et c'est à cause de ça que les rayons cosmiques sont accélérés de façon aussi efficace. Et ça ne fait vraiment que quelques années que l'on a pu mesurer ce champ magnétique. Armé de ces données, là aussi, on peut faire des simulations
de l'évolution d'un reste de supernova dans lequel on accélère des particules, en tenant compte aussi de l'effet de ces particules qui sont en train d'être accélérées sur la supernova. Et ça donne des figures comme celle-ci. On a de plus en plus la possibilité de faire des observations pour les comparer. Alors, un autre aspect important d'évolution, nous avons parlé des étoiles et de leur mort, mais il y a aussi leur naissance. Et le fait qu'il y a des étoiles qui vont être formées dans les galaxies est, je dirais, un des actes les plus importants d'évolution de l'univers. Mais les étoiles se forment dans des nuages de gaz dans lesquels il y a aussi une mince poussière. Et cette mince poussière absorbe la lumière émise par les étoiles dans le visible et encore plus dans l'ultraviolet. Quand vous avez une région de formation d'étoiles qui forme aussi des étoiles massives, donc les plus massives, on a vu, sont les plus lumineuses, et elles émettent plutôt de la lumière ultraviolette, celle-ci est absorbée, et les rayons de poussière, évidemment, ils ne peuvent pas avaler cette énergie et n'ont rien en faire, il faut bien qu'ils la recrachent, mais ils la recrachent à la température qui leur correspond. Si vous voulez, au départ, on a des rayons ultraviolets ou des rayons visibles correspondant aux températures de surface des étoiles, 6000, 10 000 ou plus degrés. Et à la fin, on a ceux que peuvent émettre des poussières qui, elles, sont à des températures de 100 degrés absolus et même moins, donc beaucoup plus froid. Donc, si l'on regarde dans le ciel vers un nuage opaque, et vous avez un exemple ici, on voit un endroit où tout à coup il n'y a plus d'étoiles. Alors c'est évidemment pas qu'il n'y a plus d'étoiles, c'est parce que entre les étoiles et nous, il y a un nuage qui nous empêche de les voir dans le visible. Si on va vers un infrarouge relativement rouge, déjà on commence à voir une partie des étoiles qui sont derrière le nuage et dont la lumière apparaît rougie. Si on rentre complètement en allant à des longueurs d'onde plus longues, la lumière à des longueurs d'onde plus longues n'est plus absorbée par la poussière et par le nuage. On arrive vraiment à voir la répartition du gaz dans le nuage. On peut voir à travers un nuage opaque. Donc, si c'est dans des nuages de ce genre que vont se former les étoiles, il faut absolument qu'on puisse aller dans l'infrarouge pour regarder. Donc, ça fait des années que l'on fait des travaux sur la formation des étoiles à travers plusieurs instruments au sol, d'abord dans l'infrarouge et ensuite dans l'espace. Mais je vais passer directement au plus récent, qui est le satellite Herschel de l'Agence spatiale européenne, qui a fini d'observer l'année dernière, qui avait été lancé en 2009, et qui emportait un miroir de 3,50 m. C'est donc en fait le plus grand des télescopes spatiaux qu'il y ait jamais eu. On parle toujours de Hubble, évidemment Hubble observé dans le visible, Herschel observé dans l'infrarouge, du proche au lointain, donc vraiment jusqu'à des longueurs d'onde qui arrivent presque jusqu'au submillimétrique. Et il a pu faire ainsi des découvertes extraordinaires, et en particulier étudier ce gaz interstellaire froid et rempli de poussière. Et ce qu'il a trouvé, c'est que en ayant un miroir plus grand que ce qu'il y avait eu jusque-là, il avait une meilleure résolution spatiale. Et pour la première fois, il a pu voir la structure d'une émission qu'on avait déjà détectée, en gros. On l'avait détectée sans pouvoir connaître du tout les détails. Et il a pu voir que cette émission vient d'un milieu totalement filamentaire. Vous voyez à droite une région dans laquelle il n'y a pas de formation d'étoiles. Oui? Ah, là c'est trop près, d'accord. Donc, une région dans laquelle il n'y a pas de formation d'étoiles, et vous voyez que le gaz est sous la forme de filaments. À gauche, vous voyez une région dans laquelle il y a des étoiles qui sont en formation, et là aussi, il y a effectivement beaucoup de filaments. Et si on regarde dans la figure suivante, ce que je vous montre ici à gauche, c'est un complexe, le complexe d'Aquila, dans lequel il y a beaucoup de formations d'étoiles. Et c'est une région qui avait été beaucoup étudiée à des longueurs d'onde plus élevées depuis le sol avec des radiotélescopes dans le millimétrique, en particulier de l'IRAM. Et
on a pu déceler des petits cœurs stellaires, des endroits où il y avait des concentrations de masse qui n'étaient pas encore une étoile, mais qui, lors de contractions supplémentaires, avaient vocation à devenir des étoiles. Et ce qu'on vous montre sur la gauche, c'est la structure cette fois-ci du gaz, et les lignes en vert sont des lignes qui sont tracées à la main pour montrer où se trouvent les filaments. Et là, ce que je vous montre en bleu, c'est les petits cœurs préstellaires, et vous voyez qu'ils sont en plein dans les filaments. Donc, si vous voulez, avant, quand on parlait de formation d'étoiles, on s'imaginait qu'on partait d'un nuage relativement homogène, il y aurait quelques petites homogénéités qui, petit à petit, allaient s'accroître et donner lieu à la formation d'étoiles. Mais maintenant, on voit que dans la formation d'étoiles, la structure du nuage, avant même que le processus n'ait commencé, est tout à fait capitale. Et que la formation d'étoiles ne se fait pas forcément en 3 dimensions, mais peut-être pratiquement en 1 dimension le long du filament. Et ce qui montre aussi probablement que le champ magnétique joue un rôle très important. Et c'est des choses qui restent à modéliser, mais on a maintenant des données tellement plus précises que l'on pourra probablement faire de vraies avancées pour comprendre la formation des étoiles. Nous allons passer aux galaxies. Donc je vous montre là une galaxie spirale, une galaxie comme la nôtre. Vous savez que c'est à ça que ressemblerait probablement notre galaxie, si on pouvait la voir de l'extérieur. Celle que vous voyez là est une très belle galaxie. C'est l'une des premières images qui a été prise par le Very Large Telescope de l'ESO. Donc c'est une image très emblématique pour nous, et j'aime bien la montrer. Et vous avez déjà vu certainement des tas de fois le fait que dans les galaxies spirales, vous voyez une émission particulière le long des bras spiraux, le long de petits points, et effectivement ces petits points représentent les régions de formation d'étoiles et l'émission de lumière par les étoiles les plus massives qui sont un peu au bord, qui ont déjà pu se dégager de nuages denses qui nous empêcheraient de les voir. Je montre un autre exemple ici avec la galaxie M83. Vous voyez à gauche une image prise à l'ESO et à droite un détail, donc cette fois-ci dans le prochain infrarouge, par le Hubble Space Telescope, où l'on voit évidemment très clairement ces régions de formation d'étoiles comme des perles sur un collier, comme on disait quand on a trouvé ce genre de processus. En dehors, en plus des galaxies spirales, il y a des galaxies elliptiques. En particulier, il y a des très grandes galaxies elliptiques au centre des amas de galaxies. Vous savez que les galaxies, une partie des galaxies s'assemblent dans des amas. Et lorsque vous avez un amas de galaxies qui va contenir des milliers ou des dizaines de milliers de galaxies, très souvent au centre, vous avez une galaxie comme celle-ci. Par exemple, là, je vous montre M87, que vous avez peut-être déjà vu, qui est une galaxie emblématique, qui est au centre de l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge est le grand amas le plus proche de nous, où nous on forme partie du super amas de la Vierge, dans notre petite Voie lactée. Et il y a finalement un autre type de galaxies, ce sont les galaxies irrégulières, comme le nuage de Magellan, qui donc n'ont pas de forme précise. Dans l'infrarouge, une galaxie comme le grand nuage de Magellan, on voit qu'elle contient vraiment beaucoup de gaz qui prend un assez grand volume. Et d'ailleurs, au sein de cette galaxie, il y a une importante formation d'étoiles. Si on se demande quelle est dans l'environnement de notre galaxie, comment se décomposent les divers types de galaxies, on trouve que c'est les galaxies spirales qui sont majoritaires. Mais si par contre, on se demande où sont les étoiles, si on prend un grand volume autour de notre galaxie et que l'on compte où sont les étoiles, on s'aperçoit qu'à peu près la moitié des étoiles sont dans les galaxies elliptiques. Et puis après, vous en avez à peu près 20% dans les galaxies qui sont comme des disques, mais qui sont les plus plates, qui n'ont pas encore vraiment des spirales très dessinées. Et ensuite, seulement, vous avez les galaxies spirales, qui pourtant sont les plus nombreuses, SB, SC, SD. Et puis vous voyez que les irrégulières sont en bas, ne contiennent que, en fait, 100 fois moins d'étoiles
dans l'ensemble que les galaxies elliptiques. Si maintenant vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme formation d'étoiles en ce moment dans l'univers. Pas dans l'univers, mais dans l'univers proche. Pour l'instant, je reste toujours à peu près dans le voisinage de notre galaxie. Alors là, on s'aperçoit que le taux surtout les étoiles, si je prends toutes les étoiles qui se forment en ce moment, il n'y en a que 14% qui se forment dans les galaxies elliptiques. Donc, c'est elles qui contiennent le plus d'étoiles, mais vous voyez qu'elles en fabriquent très peu. Par contre, c'est pareil pour les SA, et vous voyez que les autres galaxies spirales, SB, SC, SD, sont celles où il y a le plus d'action. C'est là que les étoiles se forment en ce moment, et même dans les irrégulières, même si elles contiennent très peu d'étoiles, elles sont proportionnellement très actives. Donc, il est évident que le taux de formation d'étoiles par type de galaxie ne peut pas avoir été le même pendant toute la vie de l'univers. Puisque maintenant, nous avons les galaxies qui ont le plus d'étoiles en font très peu, et celles qui en ont le moins en font beaucoup. Donc ça a dû varier par le passé. Les choses ont dû se passer de façon différente, et nous voudrons bien comprendre comment les étoiles se sont assemblées en galaxies, et comment les galaxies ont formé des étoiles et ont acquis les formes qu'elles ont maintenant. Donc ça fait partie des questions importantes qu'on se pose sur l'évolution de l'univers. Il y a une autre chose intéressante qui peut arriver aux galaxies, c'est qu'elles peuvent avoir des collisions. Et lorsque les galaxies ont des collisions, comme elles emportent chacune du gaz, ça donne aussi des grands chocs entre le gaz porté par l'une et l'autre galaxie, et ceci aide au processus de formation d'étoiles, puisqu'il s'agit de prendre un gaz qui est diffus et d'arriver à le mettre dans des régions plus denses. Lorsqu'une densité suffisamment grande est acquise, la gravité aide et une étoile se forme. Et donc, il y a souvent, au moment d'une collision de galaxies, ce qu'on appelle des flambées de formation d'étoiles. Lorsque les galaxies se sont rencontrées, elles laissent dans le ciel une trace, puisque on voit un objet de forme bizarre, avec pas un noyau comme on a l'habitude dans les galaxies, mais peut-être deux. Voilà un exemple assez connu qui est les antennes. Donc vous voyez ici à gauche, dans le visible, à quoi ressemblent les antennes. Vous voyez les deux cœurs, et puis vous voyez les deux grandes antennes. Vous allez voir tout de suite comment les étoiles se sont réparties le long de deux grandes antennes. Et si on regarde dans le visible, et vous voyez à droite une image prise avec le télescope spatial, on voit effectivement très clairement les deux noyaux, je n'ose pas m'en aller avec les deux noyaux des deux galaxies en rouge, et vous voyez au milieu une zone tout à fait obscure où il me semble que rien ne se passe. Mais en fait, c'est à cet endroit-là que se sont rencontrées les masses de gaz venant des deux galaxies. Donc, quand on a pour la première fois regardé dans l'infrarouge, ce qu'on a fait, je participais à ce travail avec la caméra ISOCAM sur le satellite ISO, on a vu qu'en fait, la région la plus lumineuse était celle qui était entre les deux noyaux. Et par la suite, merci Bob. Par la suite, comment ? Ah bon? Non, mais je m'en servirai pas beaucoup. De toute façon, moi, j'adore faire ça non plus. Il ne faut pas que moi, je le regarde. Donc, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Et là, vous voyez une image qui a été prise à une longueur d'onde un peu plus courte par Spitzer, un autre satellite dans l'infrarouge. Et là, vous voyez aussi que cette zone intermédiaire est de loin la plus lumineuse. C'est là qu'a lieu la flambée de formation d'étoiles. Je n'ai pas pu éviter de vous montrer cette image très très récente obtenue avec le grand interféromètre millimétrique et submillimétrique ALMA, dont je vous reparlerai à l'instant, qui ne marche pas encore complètement, qui va avoir à terme 66 antennes, mais voilà ce qu'on a pu faire avec seulement 16 antennes. Et là, c'est différent. Là, ce qu'on vous montre, c'est le gaz plus froid. Et vous voyez qu'on peut en voir vraiment tous les détails
dans cette galaxie des antennes. Comment se passe une rencontre entre deux galaxies? Ça fait longtemps que l'on fait des modèles, les frères Toumeret avaient été les premiers à faire ce genre de choses, où on met deux galaxies qui vont se rencontrer, deux galaxies spirales. Et là, ce sont des galaxies, on a supposé, qui n'ont que des étoiles. Ce qu'on voit, c'est vraiment l'effet de la gravité des étoiles, d'une étoile sur les autres étoiles. Et vous voyez que les effets de marée mènent à la formation de ces grandes antennes, comme vous avez vu dans les antennes, et que les deux noyaux finissent par entrer en fusion. Je vais vous montrer. Cette fois-ci, un autre exemple. Et ici, ce que je vous montre, c'est un peu l'inverse. C'est une galaxie qui se promène tranquillement, mais ce qu'on vous montre ici, c'est le gaz dans les galaxies, et pas les étoiles. Et là, c'est donc une simulation beaucoup plus compliquée qui a tenu compte à la fois des étoiles et du gaz. Et donc là, vous voyez ce que fait le gaz de chacune de ces galaxies. Donc elles s'éloignent, elles sont réattirées, et c'est la danse de la mort, puisque nous n'aurons plus une belle galaxie spirale. Vous voyez que tout se réunit dans son centre. Et on finit avec quelque chose qui vous rappelle quoi? Eh bien, évidemment, une elliptique. Donc, ça fait longtemps que l'on pense que les galaxies elliptiques, telles que je vous ai montrées tout à l'heure, en particulier les grosses galaxies elliptiques qui sont au centre des amas de galaxies, au centre des amas de galaxies, c'est exactement un endroit où la matière s'est assemblée et a exercé une forte attraction gravitationnelle, et toutes les galaxies ont voulu tomber dedans, et quand des grandes galaxies se rencontraient, ça pouvait faire une galaxie elliptique. Sur quelle échelle de temps, à peu près? Le million d'années, le milliard d'années? Non, c'est les centaines de millions d'années. Donc rapide. Des centaines de millions d'années. Ah, des centaines de millions. Centaines de millions d'années. Non, centaines de millions d'années. Le processus complet, jusqu'à la fin, c'est peut-être 1 milliard. Ça peut aller jusqu'au milliard d'années. Alors, un autre exemple de ce qui reste après une collision de galaxies, c'est un objet que vous connaissez probablement, Centaurus A, qui est peut-être ce qu'on appelle un noyau actif, c'est-à-dire une galaxie qui a en son centre un noyau qui est un trou noir très massif, et qui donne lieu à des processus de haute énergie, à émission de rayons X, rayons gamma, et peut-être de particules de haute énergie. Et donc vous voyez que ça résulte probablement là aussi de la collision de galaxies. Alors les noyaux actifs, c'est finalement, nous pensons aujourd'hui, des grands trous noirs au centre de galaxies autour desquels il se passe des choses. Si vous avez un grand trou noir mais qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien qui lui tombe dessus, et bien vous n'en savez rien, il n'y a rien qui vous annonce sa présence. Si par contre vous avez de la matière qui tombe sur un trou noir, elle va, comme elle a un certain moment angulaire à respecter, elle va se mettre à tourbillonner autour du trou noir. Le gaz... Oui, je pense que c'est vous qui avez fait. Il y a un bouton. Ah non, ça va. Ah oui, c'est assez incommode à tenir. Non, je reconnais. Je ne sais pas très bien par où tenir. C'est pas fait sur votre tenir. Vous êtes sûr que je ne peux pas le... Je vais essayer avec ça. Je pense que je serais beaucoup plus à l'aise si je fais... Non. Bon, allez. J'arrive pas, du coup, je crains que je n'arrive pas à le garder à la bonne distance. Je dois aller trop fort et trop doucement, non? Ça va? Bon, ok. Je suis pas à l'aise. Donc, vous avez le gaz se met à tomber en spiralant, et
les diverses parties du gaz se frottent les unes aux autres, ce qui amène un grand échauffement jusqu'à des températures qui font que le gaz se met à émettre des rayons X. Et puis il y a aussi dans tout ce type de mouvement des créations de champs magnétiques et de l'accélération de particules qui s'accompagnent d'émissions de particules de haute énergie, genre rayons cosmiques, et de rayons gamma. Et donc on a dans ce cas-là un noyau actif. Donc une façon d'observer les noyaux actifs, c'est d'aller dans l'astronomie gamma, c'est ce que fait le satellite Fermi, qui est un satellite qui vole depuis plusieurs années, qui est en train de donner d'excellents résultats. Mais très très vite, le satellite Fermi a pu faire une espèce de carte générale du ciel. Donc vous savez comment on fait dans ce cas-là, on fait une carte générale du ciel en tournant comme ça, puis ensuite on la découpe et on la présente comme ça. Donc vous avez au centre la région centrale de notre galaxie, et puis aux deux bouts, en fait, les deux extrêmes qui devraient se rejoindre. Ça devrait faire un anneau. Et toute cette zone centrale, donc, avec beaucoup d'émissions de rayons gamma, c'est notre galaxie, et cette émission gamma est surtout due aux interactions entre les rayons cosmiques et le gaz dans le milieu interstellaire. Et au-dessus et au-dessous, vous avez des noyaux actifs bien connus, bien répertoriés, observés d'abord aux ondes radio, et puis ensuite à beaucoup d'autres longueurs d'onde, et dont on s'imaginait évidemment que Fermi allait les voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ne regardez pas le petit bruit bleu et noir, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les petits points que vous voyez s'allumer. Regardez passer le temps, puis octobre, nous sommes en août 2008, septembre. Donc vous voyez, tous ces points qui s'allument et qui s'éteignent, c'est en quelques jours. Donc dans cet univers, encore une fois, que l'on croyait immuable, on voit que ces noyaux actifs sont en train de changer absolument tout le temps, dans une échelle de quelques heures ou quelques jours. Alors, y a-t-il un lien entre cette fusion de galaxies que je vous ai montré tout à l'heure et les quasars? Eh bien oui, on pense que c'est de la fusion de galaxies spirales, qu'il y aura les flambées de formation d'étoiles dont je parlais, ce qui résume ce que je viens de vous raconter. Et puis, lorsque vous avez cette très forte formation d'étoiles, on dit que la galaxie se met à émettre un fil très très fort dans l'infrarouge, parce que toute l'énergie émise par ces étoiles est transformée par la poussière en infrarouge. Donc on dit que ça devient une galaxie extrêmement lumineuse dans l'infrarouge, qu'on appelle un ULIR. Et puis, quelques-unes de ces grosses étoiles se mettent à exploser et à former des supernovas et à envoyer donc de l'énergie plutôt pour repousser la matière. Et du coup, la matière se met à repartir vers l'extérieur et tout ce phénomène de formation d'étoiles et d'accumulation de matière au centre s'arrête. Mais on reste avec un quasar, et puis petit à petit, la matière finira de tomber dessus, le noyau sera plus actif, et ça pourrait être une galaxie elliptique sans forcément un noyau actif, mais qui a toujours évidemment un trou noir dans son centre, un gros trou noir. Une autre façon de former ce genre de choses serait non pas de partir de deux grosses galaxies spirales du même type, comme dans les simulations que je vous ai montrées, mais de beaucoup de petites galaxies. Encore une fois, quand on va former cet amas de galaxies, vous avez un puits dans lequel la matière s'accumule et qui attire tout. Donc, si l'univers, dans cette période, a formé plutôt des petites que des grosses galaxies, elles seront aussi attirées. Et vous voyez ici une simulation qui part depuis très tôt dans la vie de l'univers, donc à des décalages d'heure rouge de 12,75. Et vous voyez, il faut suivre la petite figure, donc comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Dans ces simulations, on met en place aussi tous les aspects radiatifs et le gaz qui se réchauffe et qui se met en expansion après être tombé de façon froide. Et pendant ce temps, vous voyez les petits points noirs représentent les petits trous noirs qui étaient au centre de ces galaxies, qui vont finir par se réunir entre eux et former peut-être un grand trou noir. Et
et un objet qui est, on ne le voit pas encore ici, mais qui finira peut-être lui aussi par ressembler à une galaxie elliptique. Bon, maintenant je vous reparle d'ALMA, je sais que je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ALMA, qui a été inauguré en 2013, est le plus grand instrument au sol qui n'ait jamais encore été construit par les astronomes du monde entier, puisqu'il s'agit de 66 télescopes pour faire de l'astronomie dans le millimétrique et le submillimétrique. Et pour pouvoir travailler à des longueurs d'onde de ce type, il faut absolument ne pas avoir de vapeur d'eau entre les astres et nous. Alors, pour avoir le moins de vapeur d'eau possible, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté à 5000 mètres d'altitude dans la région la plus sèche de la Terre, qui est dans le désert de l'Atacama, au Chili. Et comme je vous l'ai dit, ALMA, même si on l'a inauguré en mars, n'est pas encore complètement en mars avec les 66 antennes, mais marche déjà depuis 1 an et demi, d'abord avec 16, puis avec 25, maintenant ils en offrent, je crois, une quarantaine. Et on peut déjà, par conséquent, montrer quelques résultats qui ne font que nous mettre l'eau à la bouche. Et je trouve ce résultat intéressant. Je vous ai dit que la matière tombait sur le trou noir, tout ça faisait que tout autour, il y avait accumulation de matière et formation d'étoiles, et puis finalement, les supernovae éclataient et se mettaient à renvoyer ce gaz vers l'extérieur. Et donc, on commençait par une grande chute et on devait finir par un vent, en fait, un vent extérieur. Alors ce vent de gaz froid qui est repoussé vers l'extérieur, avec ALMA, pour la première fois, on a pu l'observer. Je vous montre la galaxie NGC 253, qui est une galaxie qui était connue pour avoir un noyau actif et beaucoup de formation d'étoiles. Voilà la carte de la région centrale. Le plus intéressant, ce n'est pas tellement la carte que de regarder les vitesses là, vous avez des accumulations des nuages de gaz, il s'agit de gaz froid. Et ici, on vous montre, en fonction de la distance en abscisse, vous avez en ordonnée les vitesses. Et donc, vous voyez que, et les couleurs vous donnent simplement les densités, c'est-à-dire les violets au milieu, c'est les zones les plus denses, les rouges à l'extérieur, c'est les zones les moins denses. Et vous voyez donc un grand flot de matière qui part. En fait, la quantité de matière qui est en train de partir dans ce flot est à peu près 3 fois plus grande que la quantité de matière qui est en train de former des étoiles en ce moment dans cette galaxie. Donc vous voyez à quel point ça va rapidement arrêter la formation d'étoiles dans la galaxie. C'est très intéressant parce que c'est une chose dont on parlait depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on le voit. Donc, nous avons parlé des noyaux actifs, mais il y a des trous noirs, nous pensons au centre, enfin, nous savons, nous pouvons les mesurer essentiellement en mesurant les orbites d'objets qui tournent autour des centres des galaxies. Nous pensons qu'il y a des trous noirs au centre de pratiquement toutes les galaxies, et les trous noirs n'ont pas des masses quelconques. Il y a des relations entre ce que fait la galaxie elle-même et ce que fait le trou noir en son centre. C'est pas que par hasard, il y avait un trou noir qui est venu quelque part et puis on a accumulé des étoiles autour. On voit que je vous montre ici des corrélations avec des propriétés spécifiques de la cinématique de la galaxie ou de la luminosité de la galaxie qui montrent que le trou noir et la galaxie ont dû croître en même temps de façon concomitante et que les effets, chacun a dû sentir les effets de l'autre. Et c'est un sujet très chaud aujourd'hui en astronomie qu'on aimerait vraiment comprendre complètement. Et nous pensons à des missions futures qui vont permettre d'éclaircir pas mal de questions là-dessus. C'est quand même intéressant de voir ce que je vous montre dans ce diagramme. Je vous montre ici que des trous noirs toujours dans des régions pas très lointaines de notre galaxie. Et vous voyez tout à fait en haut, en vert, des trous noirs qui sont plus massifs que les autres, hein, puisque ici c'est la masse qui est en ordonnée. Et jusqu'à il y a très récemment, on pensait que dans notre environnement proche,
le trou noir le plus massif était celui qui était au centre de la galaxie M87, que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait 6 ou 7 milliards de fois la masse du Soleil. Mais très récemment, vous voyez les deux points verts qui sont encore là-haut, on vient d'en trouver deux autres qui ont des masses encore plus grandes. Et qui, vous voyez, ne tombent plus dans la corrélation. Donc il est fort possible que pour ces objets-là, pour ces très gros trous noirs, là, il y ait une histoire différente que dans les autres galaxies, et que là, il se passe quelque chose de spécifique dans la formation des trous noirs, ou que une partie plus grande de la galaxie s'accumule dans le trou noir et ne permette pas que le trou noir et la galaxie suivent la corrélation que suivent toutes les autres. Donc, encore une fois, sujet très chaud et à voir. Et ça ne peut se comprendre que si on comprend l'évolution qui nous a amenés à cet état. Pour comprendre l'évolution, eh bien, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant, il faudra aller chercher des objets beaucoup plus lointains. Mais avant de faire ça, je voulais vous montrer une autre simulation, évidemment, j'aime beaucoup, qui est, si on suppose que finalement le phénomène qui régit la formation des grosses galaxies, c'est tout simplement l'accumulation de petites galaxies. Au début de l'univers, on n'avait que des petites, et puis petit à petit, elles se rendent compte. Et ça pourrait représenter, c'est une hypothèse possible, par exemple, pour la formation de notre galaxie, la Voie lactée. Et voilà, elle est arrivée maintenant, elle a avalé des tas de petites galaxies, elle les a aplanies, etc. Alors justement, Gaïa, qui vient d'être lancée, j'avais la chance d'être présente au lancement. Si vous voulez, je peux vous montrer mon petit film du lancement de Gaïa. Elle va étudier avec une précision extraordinaire les vitesses 10% des étoiles dans la Voie lactée. C'est absolument extraordinaire si on y réfléchit. Et par conséquent, s'il y a des petites galaxies qui ont été avalées, il y a toujours toute une partie des étoiles qui va garder un souvenir des vitesses qu'elles avaient quand elles sont venues dans la Voie lactée. Ça formera ce qu'on appelle des courants. On en a déjà découvert quelques-uns, mais alors avec Gaïa, on pourra faire vraiment l'ensemble, et donc probablement faire un grand historique de toutes ces petites galaxies qui ont été avalées par la Voie lactée, et voir si ça correspond à une part importante de la Voie lactée ou pas. Donc ça répondra un petit peu au problème que je me pose avec vous aujourd'hui. Parce que une façon de grandir, c'est d'avaler des petites galaxies ou de faire que des grosses galaxies se rencontrent entre elles. Une autre façon, évidemment, c'est tout simplement d'avaler du gaz. S'il y a du gaz, pas seulement dans les galaxies, mais entre les galaxies, il peut se former des courants froids, et desquels, en 2009, a montré qu'il pouvait y avoir des instabilités qui amènent à la création de courants froids, et ces courants froids pourraient emmener du gaz qui tombe en pluie dans les galaxies, qui leur donne donc du gaz nouveau, et si on arrive à perturber ce gaz, on peut arriver à y former des étoiles. Donc, il doit y avoir cet ensemble de choses. Collision de grosses galaxies, avaler des petites galaxies, recevoir du gaz, et nous souhaitons mieux comprendre comment tous ces processus nous ont menés à l'univers que nous avons maintenant. Donc, on fait des modèles, on fait des simulations, par exemple, là je vous ai montré des exemples de comment varierait une galaxie qui s'est formée en avalant des petites galaxies. On fait aussi des modèles de comment se formerait une galaxie en avalant du gaz à travers des courants qui arrivent d'un endroit ou d'un autre. Et c'est ce qui a été fait par exemple par Tessier. Malheureusement, je n'ai pas le film qui correspond à ça. Et là, vous avez de nouveau donc, des filaments, comme vous aviez dans notre galaxie pour la formation d'étoiles. Là, vous avez entre les galaxies des filaments qui vont nourrir les galaxies et les aider à former des étoiles. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de à quoi pourrait ressembler... J'ai commencé à quelle heure ? Non, j'en ai beaucoup plus, c'est pour ça. Donc, et j'ai commencé à 8h30, donc je vais devoir aller un peu vite sur certaines des choses. Je voulais vous montrer rapidement que est-ce qu'on pourrait voir une pluie de matière sur un trou noir, une pluie de gaz sur un trou noir. On a quand même envie de le voir, si c'est possible.
Alors où est-ce qu'on a le plus de chances de le voir? On pourrait penser dans le trou noir au centre de notre galaxie. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'au centre de notre galaxie, on a de près les orbites d'étoiles qui étaient très très proches. Et on a eu la chance, juste au moment où on a mis au VLT NACO, le meilleur instrument avec optique adaptative, qu'une étoile qui était déjà suivie depuis très longtemps, que vous voyez là, était arrivée juste au bout de sa trajectoire et a fait demi-tour juste au moment où on a mis en marche NACO. Et cet objet tout seul, qui est passé seulement à 17 heures-lumière disons, du foyer de son ellipse, nous permet d'avoir une première détermination de la masse qu'il y a à l'intérieur, qui est de plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Donc là, on ne parle pas de milliards, là, on parle de millions. C'est un trou noir beaucoup plus petit que les autres trous noirs dont je parlais tout à l'heure, mais trou noir néanmoins, et évidemment, il est beaucoup plus près, c'est notre proche banlieue. Donc, et en 2011, le même groupe qui avait fait ça, le groupe de Genzel, a aussi découvert un nuage, un petit nuage qui se baladait dans cette région centrale de notre galaxie. Et une fois qu'ils l'ont détecté en 2011, ils ont regardé leurs images avant, ils ont vu qu'en réalité, depuis 2004, ils le voyaient. Et voilà donc la trajectoire suivie par ce petit nuage. Et évidemment, quand il s'approche du trou noir, si trou noir il est fortement déformé par il y a un effet de marée énorme. Et là, c'est un modèle, donc on s'attend à ce qu'il suive cette trajectoire compliquée. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que quand il est arrivé juste tout près, ça correspondrait à peu près à maintenant. Donc, voilà ce que ça a donné en le suivant de 2004 à 2013. On a vu qu'à partir d'un petit nuage tout rond, on a bien obtenu un nuage qui s'est complètement déformé. Ça, c'est, vous voyez, de 2004 à 2013. Et puis maintenant, en 2014, il y a peut-être une partie de cette matière qui est allée tomber dans le trou noir. Et ça devait être, en fait, c'est ce mois-ci. C'est comme Rosetta. La grosse différence, c'est que Rosetta, bon, on le réveillera ou on ne le réveillera pas. Celui-ci, c'est pas prouvé que ça envoie une pluie de matière suffisamment importante pour que ça fasse un événement. Donc il y a tous les télescopes du monde entier qui sont fixés là-dessus et qui essayent de voir quelque chose, mais on ne verra peut-être rien et ça ne voudra pas dire que ça n'est pas arrivé. Parce que vous avez vu le modèle, c'est-à-dire qu'une grande partie du gaz a tendance plutôt à continuer et pas à tomber dans le trou noir. Et donc la partie qui tombe peut être trop faible pour que ça fasse un effet. Enfin, c'est intéressant de savoir qu'on a presque vu de la matière tomber dans un trou noir. Bon, alors j'avais dit que pour en savoir plus, il faut aller regarder plus loin. J'avais beaucoup de choses sur plus loin. Je pense que vous savez tous ce qu'est le décalage vers le rouge, et le fait qu'à cause de l'expansion de l'univers, nous pouvons mesurer le spectre d'objets, de galaxies et de quasars, etc. Et en voyant de combien sont décalés les raies, on peut en mesurer la vitesse. Et une fois qu'on connaît la vitesse par rapport à nous, on connaît aussi la distance, parce que la loi de Hubble nous dit que la distance est proportionnelle à la vitesse. Donc, une façon d'étudier ce qu'a l'univers a fait dans le passé, c'est de prendre une région du ciel et d'en faire un census complet, d'étudier tout ce qu'il y a dessus, de prendre tous les objets qu'il y a dessus, de mesurer les distances, les vitesses, et ensuite de les étudier aussi à beaucoup de longueur d'onde et de voir quels échantillons on obtient de diverses parties de la vie de l'univers. Donc là, vous avez le télescope Hubble qui a fait ça sur un petit carré, vous voyez, tout petit, là, on présente par rapport à la Lune, c'est tout petit, c'est 2,5 minutes d'arc au carré. Et dans cette région où on n'avait rien vu avant, après 10 jours d'observation du télescope spatial, on a vu 3000 étoiles, 3000 galaxies, donc quelques-unes assez lointaines. Et ensuite, tous ces objets, un par un, ont été étudiés et répertoriés.
vais passer sur ça. Et ça a permis de commencer à voir quelques objets vraiment lointains, avec des âges qui étaient la moitié, le tiers, le quart de la vie de l'univers. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à voir trop d'objets lointains, et en partie, c'est parce que les objets lointains les plus lumineux, eh bien, ce sont ces galaxies très lumineuses, mais à cause des formations d'étoiles dans des nuages de poussière, et donc l'émission qui était dans le visible est transformée par la poussière en émission dans l'infrarouge. Donc toute la lumière est envoyée dans l'infrarouge, et c'est donc dans l'infrarouge qu'il faut les chercher, et ça c'est plus difficile. D'où l'importance de développement technologique pour avancer dans les études en infrarouge, avec une série de satellites. Le premier en 1983, IRAS, ensuite 95-98, ISO, en 2003-2009, ISO est européen, les Américains ont fait Spitzer, et puis 2009-2013, donc Herschel, dont je vous parlais tout à l'heure. Puis maintenant, on continuera avec ALMA. Donc c'est le premier qui avait découvert ces galaxies lumineuses dans l'infrarouge. C'est avec ISO que nous avons pu montrer que IRAS n'était pas très sensible, ne voyait que les objets proches. Nous, on a pu aller jusqu'à peu près la moitié de la vie de l'univers, et on a pu montrer qu'il y avait, quand l'univers avait la moitié de l'âge qu'il a maintenant, énormément plus de galaxies lumineuses dans l'infrarouge qu'il y a maintenant. Et donc la formation d'étoiles était beaucoup plus importante par le passé. Spitzer, encore plus puissant, a pu aller encore plus loin, jusqu'aux 2/3 de la vie de l'univers, et a trouvé qu'il y avait comme un plateau. La formation d'étoiles n'avait pas continué à croître vers le passé, mais elle était restée stable pendant quelque temps. Et avec, plus récemment, Herschel, on a pu étudier aussi des régions de plus en plus grandes. Vous voyez, c'est quand même pas énorme, mais on est passé quand même de 2,4 par 2,4 à des tas des zones qu'on mesure quand même en 15 minutes d'arc. Et je pense que David Elbaz a dû vous raconter tout ça, parce que j'ai vu que vous avez fait un exposé aussi, donc je ne vais pas passer. Ça a permis de retrouver l'histoire de la formation d'étoiles dans la galaxie, donc en fonction du décalage vers le rouge, ce qui veut dire effectivement en fonction de l'âge. Lorsque le décalage vers le rouge est de 1, l'univers a à peu près la moitié de l'âge qu'il a maintenant, et avec 2, on est à peu près aux 2/3. Dans des objets extrêmement lumineux. Vous voyez, faisait une part très faible de la quantité totale de formation d'étoiles dans l'univers actuel, et font une part majoritaire quand l'univers a à peu près le tiers de l'âge qu'il a maintenant. Voilà. Donc, alors, est-ce que tout ça est dû à des collisions? Je ne veux pas vous montrer ça en avant, en plus je pense que David vous l'a montré, mais est-ce que l'univers, je suis désolée d'avoir aussi pas mal de transparents en anglais, mais je dirais que la question qui reste à voir là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que tout ceci est dû à beaucoup plus de collisions par le passé? Les galaxies étaient plus proches, évidemment, quand l'univers n'avait pas... la taille de l'univers était moins... l'échelle de l'univers était moins grande. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y avait beaucoup plus de formation d'étoiles? Est-ce que c'était toujours dans des collisions de galaxies? Eh bien, les résultats qu'on a obtenus semblent montrer plutôt que, en fait, le taux de formation d'étoiles dans la galaxie dépend essentiellement de combien de masse il y a déjà dans la galaxie en étoiles et de combien de gaz il y a dans la galaxie. Et que ce n'est pas les épisodes de collision de galaxies qui sont les plus importants. Mais ça, c'est ce que David et d'autres groupes enfin soutiennent, mais c'est un sujet de discussion et tout le monde n'est pas d'accord. Donc si un jour quelqu'un vous dit le contraire, c'est comme ça que ça se passe en recherche. Quand on cherche des galaxies le plus lointaines possible, c'est compliqué parce que, évidemment, quand elles sont très lointaines, même celles qui n'ont pas encore beaucoup de poussière et qui pourraient émettre de l'ultraviolet, ben, l'ultraviolet est poussé aussi quand même vers l'infrarouge. Et donc, là aussi, il fallait des moyens importants en infrarouge pour pouvoir les voir. Et aujourd'hui, les galaxies les plus lointaines qu'on arrive à voir sont des galaxies qui sont
là je vous montre le champion, et c'est une galaxie qui s'est formée quand l'univers n'avait que 700 millions d'années, qui est évidemment rien du tout par rapport à son âge actuel de 13,8 milliards d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que cette galaxie est aussi une énorme galaxie avec une formation d'étoiles qui est 30 ou 50 fois celle qu'il y a dans notre galaxie actuellement. Et aussi qu'on voit qu'elle avait déjà des éléments lourds, c'est-à-dire qu'avant on se disait, bon, tout à fait au départ, on n'avait pas encore fait d'éléments lourds, on n'avait pas encore eu d'étoiles, on n'aurait que des toutes petites galaxies, il ne se passerait rien. Eh bien non, on trouve déjà de très grosses galaxies avec déjà plein d'éléments lourds très tôt dans la vie de l'univers. Donc toutes nos idées sur ces sujets sont bouleversées. Bon, j'avais pas mal d'autres choses, je ne sais pas, peut-être vous raconter encore celle-ci et du coup je ne vais pas aborder les autres sujets que je vais aborder. Alors je reviens à Alma. Je vous ai dit, on a trouvé cette très grosse galaxie. Alors on n'en a pas trouvé d'autres, on a du mal à les trouver. D'abord parce que c'est difficile, mais aussi parce que on pense que peut-être justement, comme ça se passe dans des objets aussi lumineux, il y a une dispersion du gaz qui fait que les méthodes de détection qu'on utilise ne marchent peut-être pas. Donc, quelle serait une autre façon d'aller détecter des galaxies en formation très très tôt dans la vie de l'univers? Les galaxies en formation, eh bien, ce qui est intéressant, c'est justement de détecter le gaz qu'elles ont dedans, et ça, c'est tout à fait le genre de choses que peut faire ALMA. Si on prend une galaxie très lumineuse qui forme des étoiles, son spectre a une grande bosse, donc, dans l'infrarouge lointain, due à l'émission de toute cette poussière chauffée par la formation d'étoiles et peut-être aussi par le trou noir central, ce que vous voyez en haut. Et ensuite, si vous l'envoyez de plus en plus loin, alors vous la verrez moins lumineuse, évidemment, parce qu'elle est plus loin, mais le voyez aussi décalé vers le rouge. Et la forme du spectre est tellement particulière que vous voyez que toutes ces courbes se croisent là. Ce qui fait que pour ALMA, qui observe aux longueurs d'onde que vous voyez là en bas, allez voir une galaxie tout à fait au début de l'univers, à ces longueurs d'onde-là, vous regardez une galaxie qui est très proche, c'est exactement pareil. Elle a toute la facilité de voir les galaxies lointaines. Autrement dit, si vous prenez le champ profond Hubble que je vous avais montré, et vous le séparez entre les galaxies pas trop lointaines, de décalage vers le rouge inférieur à 1,5, vous voyez que c'est la majorité. À droite, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup, avec un décalage vers le rouge supérieur à 1,5. Parce qu'évidemment, plus elles sont loin et moins elles sont lumineuses, et plus on a du mal à les détecter. Mais pour ALMA, ça c'est des prédictions qu'on avait faites, c'est l'inverse. Si on prend un champ quelconque, évidemment, les galaxies lointaines, si on les voit facilement, on est en train de regarder un volume beaucoup plus grand, et donc il y en a beaucoup plus. Donc, on verra un peu de galaxies proches et énormément de galaxies lointaines. Donc, on voit bien que ALMA, c'est vraiment la machine à aller étudier les débuts de l'univers. Et on a déjà quelques premiers résultats, parce que à des longueurs d'onde comparables à celles d'ALMA, on avait déjà fait un relevé avec juste un télescope, un seul radiotélescope, au même endroit à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, mais à une longueur d'onde, et avec juste un télescope, on n'a pas du tout une bonne résolution angulaire, et on avait pu détecter effectivement quelques émissions, mais quand on regarde dans le ciel, on avait un cercle dans lequel on savait que cette émission la source de cette émission devait être, mais on ne savait pas où. Et un des premiers travaux qui a été fait avec ALMA, avec une ALMA de seulement quelques antennes, comme je vous disais tout à l'heure, on a été regarder dans ces régions dans lesquelles on avait déjà détecté une émission. Vous voyez, ALMA, c'est ce que vous voyez en vert. Donc avant, on savait qu'il y avait quelque chose dans le grand cercle, mais on ne savait pas ce que c'était. Et vous voyez, ALMA peut trouver exactement où est la source, et même, il y a beaucoup de cas où il n'y avait pas une source, mais plusieurs sources. Et donc ensuite, on pourra vraiment étudier ces objets, faire de la physique avec. On pourra, bien qu'avec ALMA aussi,
Et les raies du CO mesuraient leur décalage vers le rouge et donc leur distance, etc. et faire d'énormes avancées sur les étapes au début de l'univers de la formation des galaxies. Bon, moi j'avais plein d'autres choses, mais je crois que je ne pourrais pas vous les montrer. Je suis à peu près au bout de mon temps. Moins que, je sais pas. Oui, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas si je prends dans alors, je vais passer un peu vite. C'est compliqué avec un auditoire comme le vôtre, parce que je sais que vous savez déjà la pratique. Je sais que vous savez déjà. Voilà, je sais que vous savez déjà beaucoup de choses, mais après je m'explique. Bon, là c'était pour rappeler qu'il y a aussi évidemment la masse manquante dans l'univers, mais donc je passe. Mais bon, je vais vous donner les quelques phrases que j'avais préparées parce que je trouvais ça amusant. Après, il y avait la question de l'univers est-il infini ou pas? Alors Lucrèce avait dit « L'univers existant n'est limité dans aucune de ses dimensions, sinon il devrait avoir une extrémité. Et il n'importe en quelle région de l'univers on se place, puisque toujours, quelque lieu que l'on occupe, on laisse le tout immense s'étendre également dans tous les sens. » Alors cette question de l'univers est-il infini ou pas avait pas mal préoccupé Einstein, puisque lui au début, quand il a fait la théorie de la relativité restreinte, puis ensuite il a commencé à penser à la relativité générale, il voyait l'univers fini. Et ensuite, vous savez qu'il a dû accepter que l'univers est en expansion, et il s'est mis avec De Sitter et il a fait un modèle d'univers infini. C'est une question qui l'a toujours beaucoup gêné, donc il disait « Seulement deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité humaine. Et je suis seulement sûre pour la deuxième. » Bon. Donc, la découverte de l'expansion de l'univers, bon, il y a eu évidemment Friedman avant, et puis le maître qui a montré qu'un univers en expansion est compatible avec les équations d'Einstein. Einstein n'aimait pas du tout. Vos calculs sont justes, mais votre physique est abominable. Fred Hoyle a appelé ça le Big Bang. Et Eddington disait, philosophiquement, je trouve répugnante la notion d'un commencement à l'ordre présent de la nature. Donc c'est toute la question du Big Bang. Thomas Gold, Bondy et plus tard Fred Hoyle ont essayé très fort de lutter contre cette idée d'un Big Bang, d'un univers avec un début, etc. Et en disant, il y a un principe cosmologique qui continue à être accepté aujourd'hui, qui est que toutes les moyennes à grande échelle des quantités dérivées de l'observation astronomique tendent statistiquement vers une même valeur, quelle que soit la position de l'observateur. Et Gold et Bondy disaient, moi, je veux le principe cosmologique parfait en ajoutant la stationnarité, c'est-à-dire on doit aussi voir la même chose à tout moment. Et pour y arriver, puisqu'il y a un univers en expansion, eh bien, il faut une création continue de matière. Ça semble un peu faux, mais il faut se rendre compte que tout ce qu'il fallait, c'est un atome d'hydrogène par mètre cube et par 300 000 ans. C'est pas beaucoup et extrêmement difficile à détecter. Et donc, c'est pourquoi cette théorie a quand même duré assez longtemps. Et moi-même, je suis suffisamment vieille pour avoir commencé mes études à un moment où cette théorie était plus crue que l'autre. Parce que, quand même, Fred Hoyle, Thomas Gold, Bondy ne pouvaient pas se tromper. Pourtant, Georges Gamow, dès 1948, avait dit il doit y avoir un Big Bang chaud, parce que quand il y a eu la recombinaison de l'univers, forcément, dans cette recombinaison, il y a eu une forte émission de rayonnement, et ce rayonnement, il doit venir quelque part. Et donc, il avait déjà prédit un rayonnement, qui serait partout, il y a 7 degrés, et puis finalement, comme vous le savez, on a trouvé le fond du ciel à 3K, Penzias et Wilson, et ensuite il y a eu Kobe qui a en plus trouvé que c'était un spectre parfait de corps noirs à 3 degrés K. La seconde prédiction pour arriver à faire quelque chose avec cet univers, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même des fluctuations. Que ces fluctuations puissent amener à plus tard la formation de structures dans l'univers. Et c'est surtout Zeldovich qui avait fait
très belles prédictions sur ces fluctuations, qui ont été pour la première fois vues par Kobe en 1996, et Smoot a eu un prix Nobel pour ça, même si là c'était à une échelle beaucoup trop grande pour que ce soit celle qui a permis de faire naître des galaxies. Ensuite, vous avez eu WMAP, un satellite américain, qui lui est descendu à des échelles suffisamment petites pour que l'on ait la forme des fluctuations originelles, qui, vous savez, sont de très très faible intensité, puisque inférieures au 100 millième du front lui-même, mais suffisantes pour pouvoir plus tard donner naissance à la formation des galaxies. Puis ensuite, il y a eu Planck, et là je sais que vous avez vu François Boucher, et donc je vous montre quand même les résolutions. Peut-être que François Boucher vous a montré cette figure aussi. Voilà ce que pouvait faire Kobe, voilà ce que pouvait faire WMAP, et voilà ce que peut faire Planck. Donc vous voyez, on connaît ces fluctuations avec de mieux en mieux. Et voilà la carte de Planck merveilleuse que vous avez tous vue. Donc, en parallèle à ça, il y a eu, et je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir, en étudiant les supernovas comme chandelle standard, on s'est aperçu que des supernovas qui étaient lointaines, d'après leur décalage vers le rouge, en fait, semblaient pas suffisamment lumineuses. Et donc, ça veut dire que, ou bien on comprend mal l'évolution des supernovas, ou bien elles étaient en réalité plus loin qu'on le pensait. Et on pense que c'est la deuxième explication qui est la bonne, et que donc l'univers était en fait dans une expansion accélérée, et pas comme on pensait au début, une expansion décélérée. C'est très amusant parce que cette découverte, elle a une quinzaine d'années. Si vous lisez des papiers d'il y a seulement 17 ans, vous verrez, on va aller mesurer la décélération de l'expansion de l'univers. En fait, quand on a mesuré, c'était accélération. Et donc, ça a été la découverte de l'année, et on a vu de nouveau Einstein revenir. D'ailleurs, on m'a rappelé aujourd'hui que Einstein et le maître ont eu le prix Janssen de la SAF, donc c'est toujours agréable de parler d'eux ici. Et c'est là où on a parlé d'un univers avec finalement de l'énergie noire, surtout un peu de matière normale, à peu près 4%, et 23% de cette matière noire. Bon, alors cette énergie noire, on peut aussi arriver à elle à travers l'étude du fond du ciel à 3K. Et effectivement, les résultats de Mach et de Planck sont tout à fait en accord avec ça. Et il y a une autre façon de le faire, et ça a été fait à l'aide du télescope Sloan de 2,50 m, qui est de mesurer, disons, lorsqu'il y a eu l'explosion du Big Bang, ensuite, vous savez, 380 000 ans plus tard, il y a eu la recombinaison du gaz, et c'est là où la matière s'est séparée de la lumière. La lumière a continué et a fait le fond du ciel à 3K, et c'est là où, dans la matière, ont pu commencer les événements qui mèneraient plus tard à la formation de structures. Mais il y avait donc une échelle qui était déjà acquise à ce moment-là, et cette échelle, ensuite, qui était donc présente dans les fluctuations, allait se propager à travers l'histoire de l'univers, et en emmenant avec elle la façon dont cette échelle de l'univers s'est agrandie au cours du temps. Donc, on peut dire, c'est les ondes sonores qu'il y avait au début de l'univers, dont on peut retrouver la trace à diverses époques en étudiant un très 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 grand nombre de galaxies. Par exemple, ici, avec Sloan, ils ont regardé toutes les galaxies qui ont moins de 6 milliards d'années. Donc c'est un nombre absolument énorme de galaxies dans ces parties du ciel qu'ils ont étudiées. Et à partir de là, on arrive de nouveau à des contraintes sur les constantes qui régissent l'univers, et qu'il faut mettre avec les contraintes qu'on obtient avec le fond du ciel à 3K, etc. Et tout ça marche et finit par donner un modèle. On s'est rendu compte que du coup, on a besoin que de 6 paramètres pour faire un modèle
de l'univers qui résolvent les équations d'Einstein et qui donne les anisotropies de température mesurées par Planck et qui donne ce qu'on obtient avec les ondes acoustiques qui se propagent. Et je pense que c'est ce qu'a pu vous montrer François Boucher, et vous avez vu que donc, Planck conforte toutes ces théories et fait un léger changement sur les constantes, en particulier la proportion de matière noire, etc., etc. Alors on pourrait se dire, oh ben il n'a fait que ça, mais non, c'est très important parce que le pas qui a été fait par Planck est beaucoup plus fort et plus précis que ce qu'il y avait avant. Et en particulier, je n'ai pas du tout pu parler d'inflation, mais vous allez sûrement beaucoup en entendre parler bientôt. Ça vous aurait été plein. Planck conforte complètement ces théories de l'inflation qui avant n'étaient pas vraiment encore confortées par toutes les choses qu'on avait avant. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est, une fois qu'on est arrivé à ça, bon là j'avais envie de passer par Emmanuel Kant, qui disait « Je suppose la matière de tout l'univers dans un état de décomposition générale que j'en fais un véritable chaos. Je vois alors les éléments se façonner d'après les lois connues de l'attraction et modifier leur mouvement en raison de la répulsion. J'ai la satisfaction de voir surgir de ce chaos un tout bien ordonné, sous la seule action des lois connues du mouvement et sans l'aide d'aucune supposition arbitraire. » Alors, est-ce qu'il nous reste quelque chose de tout cela? Eh bien, oui, parce qu'une fois que l'on a dit, on a compris où en était l'univers, donc au bout de 380 000 ans, ensuite, il va y avoir la formation de structures, et donc nous avons toutes les anisotropies dont nous avons parlé, qui contiennent les échelles, des ondes acoustiques, etc. Et puis, après, il faut laisser agir la gravité. Et la gravité, elle doit agir sur quoi? Et bien sur la matière, évidemment pas seulement la matière que nous connaissons, mais sur la matière noire. Et on s'aperçoit que si on considère que cette matière noire n'est pas comme la matière que nous connaissons, qui, quand vous essayez de la réunir, se réchauffe, il y a des collisions, il y a surtout beaucoup d'interactions avec la lumière. Si vous avez une matière qui n'interagit pas avec la lumière, qui ne fait que ressentir la gravité, et bien à ce moment-là, effectivement, comme dit Kant, vous pouvez calculer ce que va devenir l'univers. Donc c'est ce qui a été fait. Au bout d'1 million d'années, de ces grumeaux sont nés, et vous voyez de nouveau des filaments. C'est milliards d'années, premier milliard d'années des filaments. Au bout de 3 milliards d'années, les filaments se sont beaucoup plus précisés. À l'endroit où se coupent les filaments, c'est là où il y a les puits de potentiel gravitationnel qui font que la matière va s'accumuler et qui va former des amas, et probablement aussi au centre des grosses galaxies elliptiques dont je parlais tout à l'heure. Et puis maintenant, donc, d'après ces modèles, la répartition de la matière noire serait comme ça. Alors ça, c'est la matière noire. La matière lumineuse, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, elle va suivre tout ça, mais il va y avoir tous ces processus d'échauffement, d'émission de lumière, etc. C'est plus difficile à calculer. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir aller regarder. Et là, je vous montre un résultat en 3 dimensions. Moi qui en 3 dimensions, c'est gentil. Voilà. Encore une étude comptant énormément de galaxies, cette fois-ci dans un champ de 2 degrés par 2 degrés qui s'appelle Cosmos. On a pu voir, je vous le montre de nouveau, cette fois-ci la structure de la matière visible, et jusqu'à un décalage vers le rouge de 1,5. Donc vous voyez un peu moins que quand l'univers avait moins que la moitié de l'âge qu'il a maintenant, mais vous voyez qu'on va quand même quelque chose qui rappelle bien les filaments que je vous ai montrés tout à l'heure, qui eux étaient tout théoriques. Voilà, puis après j'avais des choses plutôt sur ce qu'on va faire par la suite. La matière noire, vous savez que nous sommes capables de dire où elle est, parce qu'elle dévie la lumière, comme l'avait montré Einstein, et donc en regardant la déformation des objets, apparente des objets qu'on regarde parce que la lumière est passée près de matière, on est capable de reconstituer la matière qu'elle a. Donc on peut faire des cartes de, cette fois-ci, matière noire à partir des cartes de matière
matière visible en utilisant ce genre de mécanisme. Donc là, on va se lancer dans des grandes études à la fois depuis le sol et depuis l'espace, à la fois études de ce genre pour pouvoir bien répertorier la matière noire, études avec les ondes acoustiques qui sont une façon très intéressante d'aborder la question de l'énergie noire pour mieux comprendre les propriétés de la matière noire et de l'énergie noire avec les télescopes et satellites futurs. Merci. Je m'arrête. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez plein de questions, alors n'hésitez pas à lever les bras. Moi j'en ai une pour commencer. L'univers, alors fini ou infini, d'après vous? D'après moi, je n'en sais. Ne dites pas ni l'un ni l'autre. Non, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, l'univers observable est fini. Ça, nous le savons. Il y a un horizon que nous connaissons bien. Et ensuite, aujourd'hui, vous savez que les questions philosophiques sur l'univers est-il fini ou infini, et surtout, y a-t-il un début et une fin, y a-t-il, etc. On y arrive en disant, il n'y a pas qu'un univers, il y a beaucoup d'univers, et nous sommes dans un parmi d'autres, et celui-là, il est en ce moment comme celui-là, c'est tout ce que nous pourrons voir, mais en fait, tout est immuable, rien ne change, etc. Moi, personnellement, j'avoue que j'aime assez cette idée, même si c'est assez difficile à démontrer. Mais il y a des recherches qui sont faites pour essayer de voir s'il y a un moyen de pouvoir le savoir. Peut-être que quelque chose sera trouvé. Une question. Merci beaucoup pour cet exposé. Depuis 2-3 jours, on parle d'un fameux anneau de matière noire autour de la Terre, qui aurait été détecté par le GPS, le système GPS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah non, je suis désolée, je ne le savais pas. C'est dans les nouvelles? Je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose là-dessus? Je n'ai pas regardé Le Monde depuis 2 jours, non. Oui, merci beaucoup, c'était formidable. Ma question, c'est à propos de la réaccélération de l'expansion de l'univers. Elle se passe qu'à 7 milliards. J'ai vu un papier de l'Observatoire de Meudon qui me dit que beaucoup plus loin, il y a vraiment une décélération. Donc la réaccélération de l'expansion, on ne la voit pas avant 7 milliards. À 7 milliards d'années, on la voit. Et après ça, au-delà de 7 milliards jusqu'à 13 milliards et quelques années, eh bien, il y a une décélération. Non, c'est-à-dire que vous avez les deux effets. Ah, pourquoi on pensait avant qu'il y avait une décélération? Pour la même raison que vous envoyez une balle et qu'elle va retomber, etc. C'est-à-dire, vous avez envoyé quelque chose qui pousse, il y a de l'énergie qui se perd. Gravitation freine. Donc, on s'attendait à ce que ça freine. Maintenant, on sait qu'il y a une force supplémentaire. Mais la force qui freine est toujours là. Donc, il y a une période où la force supplémentaire gagne, et ensuite, le freinage va gagner. Donc, c'est une réaccélération seulement à 7 milliards. Oui, donc, exactement. Donc, c'est pas une réaccélération. Et au-delà. Non, c'est surtout plus... Ça, avant, il n'y avait pas, c'est ça. Et puis plus tard, on ne sait pas bien, ça dépend évidemment de cette fameuse W. Enfin, on essaye de savoir justement comment elle va varier dans l'avenir. C'est justement ce qu'on essaye de mesurer. Effectivement, par le passé, il y a eu toute une période où la décélération gagnait. J'ai une deuxième petite question. À propos de l'infini de l'univers, infini ou pas fini. En quoi l'univers ne pourrait-il pas être un simple objet, un super amas de galaxies, bien isolé, comme on voit des amas de galaxies, bon, on voit bien les frontières de ces amas, et bien là, ça serait pareil. Et que finalement, tout autour de l'univers, bien au-delà de l'univers observable, eh bien, il y aurait des tas de super amas de galaxies tout à fait je ne vois pas pourquoi on va imaginer des infinis, des trucs comme ça. Je trouve ça des visions anthropomorphiques. Je trouve que on est dans des imaginations pré-coperniciennes. Alors que l'univers, on peut imaginer tout à fait comme un super amas de galaxies. Non, parce que là, les solutions les plus simples des équations, on y arrive avec, si on veut effectivement un univers d'expansion, etc., avec un univers infini. Mais on peut évidemment s'imaginer qu'il
qu'il est fini, qu'il est homogène. Enfin, si on rajoute des conditions limites, etc., on peut imaginer ce qu'on veut, mais en général, on part du plus simple tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Est-ce que notre univers est un univers bu? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et d'autre part, au mois de juillet, août, certains observatoires ont vu des flashs de lumière extrêmement petits et qu'on ne sait pas expliquer. Il y a eu une communication là-dessus et il n'y en a pas eu plus. Je ne sais pas, des flashs qu'on ne sait pas expliquer, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. On n'a pas expliqué tous les flashs qu'on a vus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils soient, disons, qu'ils soient des choses bizarres. Simplement, on n'a pas parfois tous les éléments pour arriver à les... Et je n'ai pas bien compris votre première question. Est-ce que l'univers est quoi? Notre univers bulle. Ah oui, bon, c'est ça. L'univers bulle, c'est exactement ce que je voulais dire quand on dit maintenant, on dit qu'il y a peut-être beaucoup d'univers, nous on est dans une bulle, il y en a une autre, etc. C'est une possibilité qu'on ne peut pas nier. Une question de base. Vous avez parlé d'expansion de l'univers, d'accélération de l'expansion. Quelle est l'origine de l'énergie qui produit ça? Ah ben c'est ce que tout le monde voudrait savoir. Il y a un prix Nobel à gagner. Voilà. On a envie de dire que c'est l'énergie du vide, mais les seules méthodes que l'on connaissait pour calculer l'énergie du vide, on trouve 10 puissance 120 fois trop. Mais vous le savez certainement, je ne vous apprends rien. Donc pourquoi... Est-ce que c'est l'énergie du vide? Mais pourquoi l'énergie du vide? Il doit y avoir eu quelque chose un petit peu comme... par exemple, entre la matière et l'antimatière, vous savez, presque deux parties, mais il reste un petit peu de matière. Bon, là aussi, il doit y avoir eu quelque chose de ce genre que l'on n'a pas encore trouvé. Donc, on n'a pas une bonne explication. Madame, un des pionniers de l'étude des galaxies, de leur évolution, des filaments, des antennes et tout ça, vient de mourir la semaine dernière. Il s'agit de Halton A, Oui. qui était aussi, avec d'autres, comme Jean-Claude Pecker par exemple, en opposant à l'interprétation standard des décalages vers le rouge et donc du modèle standard de l'expansion de l'univers. Alors, est-ce que ce modèle standard a définitivement liquidé cette opposition, ou bien est-ce qu'il y a encore des jeunes astronomes qui travaillent sur d'autres interprétations que l'interprétation standard des redshifts? Je pense franchement que sur les redshifts, c'est lié. Parce que par exemple, Halton Arp, qui est un grand ami à moi, Chip, nous sommes tous vraiment très tristes. J'ai écrit à Marie-Hélène il y a quelques jours. Il était marié à une astronome française, Marie-Hélène Desmoulins, Ulrich. Donc, moi, j'ai jamais essayé de faire dire à Chip qu'il n'y croit plus, n'est-ce pas? Parce que ça ne sert à rien. Mais par exemple, lui, il s'appuyait sur des exemples comme le quintet de Stéphane, etc. On s'est aperçu par la suite que quelques-uns de ces exemples, c'était un problème de miroir gravitationnel. Et donc, il prenait des objets qui étaient en fait des images gravitationnelles pour des vrais objets. Et donc, il trouvait que ces objets ne pourraient pas être ensemble par hasard, etc. En fait, on les voyait si proches l'un de l'autre parce que la gravité de l'un avait changé la forme de la lumière et avait fait apparaître l'autre très proche, quelque chose comme ça. Donc, pas mal de cas particuliers qu'il a étudiés se sont résolus avec une antigravitationnelle. Et puis, je vous donne un exemple avec les supernovas de type 1. C'est vrai qu'on a trouvé une petite différence entre les distances que l'on mesure avec les chandelles standards et les distances que l'on mesure avec le redshift, ce qui nous ont amené à cette accélération de l'expansion de l'univers, mais c'est une petite correction. Grosso modo, le décalage vers le rouge donne toujours quand même au premier ordre la distance.
Donc, s'il avait eu raison, on l'aurait trouvé complètement autre chose avec une autre méthode. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, je crois que plus personne aujourd'hui ne met vraiment sérieusement en cause que le décalage sur le rouge marque la distance. Une autre Enfin, question. au premier ordre. Bonsoir madame, merci pour l'exposé. Vous venez de, je prolonge un petit peu la question précédente. Vous nous dites que la gravitation influence la trajectoire d'avion lumineux. Je comprends bien. Comment peut-on être sûr alors de l'image à z égale 1000 du fond diffus cosmologique? Est-ce qu'il n'a pas été, disons, transformé par le parcours? Oui, absolument. Et un sujet extrêmement passionnant d'étude des résultats de Planck, c'est exactement d'étudier les effets de l'antigravitationnel sur ces fluctuations et sur ce fond. Et il y a beaucoup de nouveaux résultats qui vont venir grâce à ça. Ça se calcule et ça s'étudie. Bon, je ne sais pas s'il y a encore une question. Moi, peut-être une dernière question. La question, je l'avais posée à David Elbaz. Il s'en est tiré avec une pirouette. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, les étoiles ou les galaxies? Attention. Oui, ça dépend de ce que vous appelez une galaxie. Ah, Parce que on va amasser du gaz à une échelle beaucoup plus grande qu'une étoile, c'est sûr. On est sûr de rien. Mais je pense qu'on a amassé peut-être des quantités de gaz beaucoup plus importantes que ce qu'il faut pour faire une étoile avant qu'une étoile ne soit formée. Alors, est-ce que vous appelez ça une galaxie? Je ne sais pas. Mais... effectivement, c'est une bonne réponse. Voilà. Okay. Bon, et je crois qu'on peut... Il y a encore une question? Allez. On arrête peut-être, là, il est tard. On remercie Catherine Césarski.